Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénètes nantais ou braqueurs lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. Si le milieu français s'organise principalement autour de l'axe Paris-Lyon-Marseille, Nantes se pose en capitale malfrate de l'Ouest. Pour accueillir les marins, les voyous locaux ont multiplié les maisons closes d'abord, les bars à hôtesses ensuite, jusqu'à en faire la spécialité locale. Vous écoutez Gang 70s, épisode 8. Nantes, première partie. Une spécialité alimentée par le butin de quelques gros braquages restés célèbres. Ces bars vont être le pivot du milieu nantais, blanchissant son argent sale et faisant de leurs propriétaires occultes le petit Alain, Chamard, Dédé, d'honnêtes commerçants. On trouve plus d'affaires de banditisme autour de Brest et de Nantes. Yvan Tréberne, avocat au barreau de Nantes. Que de Rennes à l'origine. C'est pas du tout le même type de population. Nantes, c'est une ville qui a été longtemps partagée en deux. C'est-à-dire, il y a une grande bourgeoisie qui a fait sa richesse il y a un siècle et demi ou deux, un peu plus de deux, avec la traite, comme Bordeaux. Bordeaux et Nantes. Deux villes qui se sont enrichies pendant près de 3 siècles avec l'esclavage des Noirs d'Afrique à destination de l'Amérique. Et puis de l'autre, c'était une ville industrielle avec les chantiers navals, la métallurgie, etc. Jusqu'avant la guerre, ça a été un grand port, quoi. Et comme tous les grands ports, c'était un grand port de commerce, c'est un endroit où on fabriquait des bateaux. Tous ces chantiers navals se sont déplacés à Saint-Nazaire. Mais auparavant, on lançait des navires. Et il y avait à la fois des dizaines de milliers de métallurgistes qui travaillaient ici, d'un côté, et de l'autre, aussi des marins. Nantes, c'est une ville portuaire et... Pierre-Marie Herriot, rédacteur en chef de Presse Océan. Et les bars de nuit, c'est un peu une tradition de tous les grands ports. Lorsque les bateaux font escale, les marins, il leur faut de quoi partir en bordée. Et les bordées à Nantes, c'était souvent les bars de nuit. Ils ont poussé comme des champignons le long du quai de la Fosse. C'est ce boulevard qui longe la Loire. Lieu d'arrivée des bateaux, le quai de la Fosse, surnommé par les Nantais le quai de la Fesse, accueillait déjà avant-guerre les bordels de la ville. Après-guerre, les maisons se transforment en bars américains, comme on les appelle à l'époque, et entérinent la réputation de la ville. Dans tous les films populaires, on parle du quai de la Fosse, de René le Nantais, de Lulu la Nantais. Donc effectivement, il y a eu une effervescence délinquante pendant toute une période. Notamment à partir des années 60, lorsque de nouvelles figures débarquent sur le quai. Alors le milieu nantais a peut-être une particularité par rapport au milieu de d'autres villes, de d'autres grandes villes, c'est que les principaux truands nantais des années 70, 80, 90, ce ne sont pas des petites frappes de cité ou de banlieue, ce sont des fils de bonne famille. C'est-à-dire que leurs parents étaient le cordonnier de la place centrale ou le serrurier. C'est des garçons qui ont grandi ensemble, qui ont fait leurs études ensemble et ils ont choisi aussi une vie aventureuse. Le plus connu de ces nouveaux durs de la nuit nantaise se nomme Roland Chamarbois, dit Chamard. Chamarbois, c'est un garçon qui est arrivé dans le milieu des bars un peu par hasard. Dans de la guerre d'Algérie, il s'est lancé, il a repris un petit bar pour commencer. Puis, Paul Lelièvre, ancien officier de la police judiciaire de Nantes. Il est rentré dans ce milieu-là, il a grandi petit à petit, il a racheté des bars. Il était serrurier au départ, donc il était pas commerçant. Donc il s'est lancé. Il a vu que ça reportait gros et donc il a continué à investir là-dedans. Le milieu nantais, il y a 3-4 noms qui émergent, quoi. Il y a 3-4 personnes qui dirigent le milieu nantais. Aux côtés de Chamard émergent de nouvelles figures comme Dédé Malveau. Un garçon comme Malveau, lui, c'était un garagiste plus ou moins ferrailleur plutôt.
Pareil, c'est un peu lancé là-dedans par hasard. Hein. Quand ils ont vu que l'affaire était juteuse, bon, ils se sont partagés les bars donc, sur Nantes. Hein, donc, les bars sur Nantes, c'est le quartier de la Gare, d'Albi. Là, hein, c'est également le quai de la Fosse. On avait un bar de nuit tous les 10 mètres à peu près à l'époque. Ces nouveaux venus dans les nuits nantaises vont s'affirmer au fil des années 70 en s'appuyant sur les gros bras du port pour asseoir leur autorité. Autour de ces caïds là, qui à l'époque avaient donc 35-40 ans dans les années 70-80, autour de ces caïds, il y avait évidemment pas mal d'hommes de main. Alors beaucoup étaient liés quand même au port. On a beaucoup de dockers à l'époque. Les docks c'était quelque chose d'important, ça employait beaucoup de monde. Mais sauf qu'une fois que les bateaux étaient déchargés, il y avait pas mal de temps libre. Donc voilà. Bon, et puis les dockers c'était quand même des gros bras. Hein. La plupart des caïds nantais là, des années 70-80. C'était des copains. Tous ces gars-là, ils ont grandi ensemble, ils allaient à l'école ensemble. Donc entre eux, il n'y a quasiment jamais eu de problème. Ni avec les autorités, apparemment. Les anciens flics, un tant soit peu sincères, ils sont un certain nombre à dire ou à reconnaître qu'ils protégeaient ce genre de voyous, parce que c'était l'occasion aussi pour eux d'éviter parfois des dérapages, parce que si le milieu est un peu structuré, ou si ces réseaux-là sont un peu structurés avec des gens qui ont pignon sur eux, on peut d'autant plus facilement les contrôler ou en interpeller certains, parce qu'il y a un moment, si ça dérange trop la société, on va voir les personnes qui tiennent le haut du pavé en disant « dis donc, tu les connais ceux-là ?» et voilà. Dans les années 70, la petite bande de copains qui règne sur les nuits locales va être rejointe par un jeune premier qui deviendra pendant 20 ans la figure du milieu nantais, Alain Coellier, plus connu sous le surnom de Petit Alain. Un pseudonyme qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à la sortie des bals populaires où il officie comme videur. À 28 ans, l'homme est propriétaire du Roméo, un bar sur le quai de la Fosse. Au début des années 80, dans les bars, l'argent coule autant que le champagne et ces messieurs, les propriétaires, sont devenus des figures de la nuit. Tout le monde savait, ou pensait, ou supposait, mais vraisemblablement à juste titre, puisque la plupart d'entre eux ont été assassinés depuis, qu'un tel ou un tel faisait partie des responsables de ce qu'on appelait le milieu nantais à l'époque. Parce que, ils portaient beau, ils étaient présents dans tous les endroits, on les remarquait, hein. On les voyait, on savait où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Par exemple, sur le quai de la Fosse, il y avait un petit bar de quartier en fait, hein, où ces caïds nantais allaient jouer à la belote. Je crois que c'est la belote, mais j'y étais pas souvent. Hein. C'était la belote tous les après-midi, tapais le carton. La nuit, c'est là que les grosses BMW sortaient. Mais dans la journée, non, c'était un milieu très très discret. Quand on poussait la porte d'un bar de nuit, ça pouvait arriver que le patron soit là. Le patron, les vieux caïds nantais, ils aimaient bien être dans leur établissement. Donc on les trouvait souvent au coin du bar, ils passaient, après ils allaient manger au resto, puis ils revenaient pour faire l'addition, la levée à la fin de la nuit. Et puis après ils terminaient en boîte, notamment au Temps d'Aimer ou au Pim's ou dans d'autres boîtes du centre-ville. Moi j'ai souvenir d'une anecdote dans un bar de nuit par exemple, où un représentant en cuir, donc il avait son break Mercedes, là il gare son break Mercedes, il descend boire un coup, et puis il était très copain avec le patron du bar de nuit, qui était l'un des caïds du milieu nantais. Il boit son verre, il discute 5 minutes, et puis il s'en va, il dit « bon allez, j'ai une longue route demain, je vais me coucher ». Et il re-rentre, mais 2 minutes après, mais livide, on a cassé la voiture. Et en effet, il y a des gars des voleurs qui avaient cassé l'une des vitres de sa voiture et piqué la collection de cuir. Et là, le truand lui dit « attends, t'inquiète pas, reprends un verre ». Il a passé quelques coups de fil, une demi-heure après, on sonnait à la porte et les cuirs étaient remis devant la porte de l'établissement. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. C'était pas un milieu qui faisait beaucoup parler de lui par des bagarres ou des règlements de compte. C'était plutôt un milieu qui gérait ses affaires, puis qui faisait ses coups. Et les propriétaires des bars à hôtesse, non contents d'encaisser les dividendes de leur établissement, seraient à l'origine de 3 grosses affaires. Elles leur auraient permis, selon la police, d'agrandir leur portefeuille d'établissements de nuit. Ils se sont donc lancés, pour un certain nombre d'entre eux, dans le hold-up.
et notamment dans 2 grands hold-up qui ont défrayé la chronique ici. Le 2 janvier 1979, à 9h15 du matin, un fourgon de la SPOC se gare devant l'entrée du Crédit Lyonnais qui abrite la recette du supermarché Carrefour en banlieue nantaise. Alors que les convoyeurs viennent de récupérer 2 sacs contenant des chèques et du liquide, une 504 bleu marine déboule sur le parking. 3 braqueurs giclent de la voiture, grimés avec des masques de carnaval. Après avoir neutralisé les 2 gardes à l'extérieur, ils rafalent à la Kalachnikov leurs collègues pour qu'ils ouvrent la tirelire. Le fusil d'assaut russe fait là sa première apparition sur la scène criminelle française. Butin de l'opération, 1,2 million en liquide. 3 semaines après, rebelote. Un autre fourgon blindé de la SPOC est dévalisé alors qu'il se gare vers 14h au siège de la Banque Populaire Bretagne Atlantique dans la ZUP Bellevue. 4 hommes surgissent et repartent avec plus de 4 millions de francs. Donc très vite, ces enquêtes se sont orientées sur une piste locale. Et on s'est aperçu que l'épouse d'un des convoyeurs de fonds avait travaillé dans les bars de nuit, etc. Que la femme de ménage qui était venue faire le ménage dans la planque des malfaiteurs était la maîtresse d'un des convoyeurs. Bon, vous voyez, tout nous ramenait sur le milieu de Nantais à l'époque. Ce sont ces sommes qui, alors ça c'est évidemment la petite histoire, mais ce sont ces sommes qui auraient servi à financer l'achat de bars de nuit. Ainsi que aussi un butin provenant d'un casse resté célèbre, le casse de Rolex en Suisse, où là aussi presque 100 kilos d'or avaient été dérobés et n'ont jamais été retrouvés. Après les 2 fourgons de la SPOC, c'est au tour de Rolex d'être la cible du milieu nantais. L'affaire se déroule le 3 septembre 1980 à Genève. 3 hommes grimés en Giscard, Marchais et Mitterrand emportent 95 kilos d'or destinés à la fabrication de boîtiers de montres ainsi qu'un sac plein de rubis. 2 mois après le coup, les enquêteurs arrêtent un patron de bar de Pornichet et le petit Alain. Le duo est condamné à 6 et 5 ans de prison. Le braquage de Rolex est donc en partie élucidé. En partie seulement, car le 3e larron reste inconnu. Mais l'enquête sur les attaques de fourgons, elle, piétine. En revanche, sur le quai de la Fosse et dans le quartier de la Gare, pendant l'année qui suit, les néons éclairent de plus belle les trottoirs nantais. Du côté du tribunal de Nantes, on ne croit pas aux coïncidences. Et un homme de loi, le procureur Guiton, va partir en croisade avec son bras armé, l'inspecteur Paul Lelièvre. Le premier établissement entré dans son collimateur s'appelle le Mélodie. On le soupçonne d'appartenir au petit Alain. À l'époque, il y a un procureur à Nantes, un procureur adjoint chargé de la financière, qui veut s'intéresser au milieu nantais sur le côté financier et en disant, bon, pour lui, les bars de nuit sont le terreau du milieu nantais. Et il me demande donc de travailler sur ce milieu nantais, sur tous les angles que je peux. Donc la première des choses, c'est de vérifier comment sont gérés ces bars, si c'est géré sous la forme de SARL ou autre, avec des prête-noms, etc. De vérifier s'il n'y a pas des détournements de recettes et des abus de biens sociaux, et surtout de vérifier comment ces bars ont été acquis, et notamment si l'argent de ces grands braquages n'ont pas été investis dans les bars. On part sur tout au début sur une fraude fiscale dans un bar de nuit qui s'appelle, je crois, qui s'appelait le Mélodie, et qui était tenu par Jean-Claude Henry dit Tonton, qui était l'oncle donc du petit Alain Collier, bien connu sur Nantes. Et on s'aperçoit donc qu'il y a des fonds qui viennent bizarrement en 82 pour l'achat du Mélodie. Ensuite, on travaille sur la gestion même de ce bar de nuit. On s'aperçoit que les recettes, donc ces bars engendrent des recettes en espèces et en chèques, et que ces recettes sont détournées sur des comptes taxis. L'argent liquide s'évapore pour reprendre forme dans la poche des truands. Ces derniers, en effet, n'apparaissent pas officiellement et leurs établissements sont gérés par des hommes de paille. Le bar de nuit, par tradition, ça a 2 fonctions, blanchir de l'argent, oui, et puis surtout, c'est un petit peu le moyen aussi pour les truands de se faire de l'argent frais. C'est-à-dire que plusieurs affaires ont été jugées ici de compte taxi, c'est-à-dire que souvent dans les bars de nuit, on paye en liquide. Les clients, curieusement, on n'aime pas trop laisser de chèques ou de cartes bleues. Donc il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans les bars de nuit, et c'est très facile d'avoir quelques amis qui planquent cet argent ou qui planquent les chèques lorsque c'est payé par chèque, qui les déposent sur leur propre compte et vous rendent l'essentiel en gardant une petite commission, mais vous rendez l'essentiel de l'argent en liquide, et ça fait ce qu'on appelle la fraîche, quoi. Pour le truand, ça lui fait de l'argent liquide dont il n'a pas à justifier la provenance aux services fiscaux notamment, puisqu'on sait que le talon d'Achille des truands, souvent, c'est le fisc. Et le système d'évasion fiscale des truands nantais est loin d'être infaillible. Alors les comptes taxis nous amènent sur différents individus en relation avec le milieu nantais qui blanchissent sur leur compte donc, les recettes détournées des bars de nuit. Et là on s'aperçoit effectivement que les bars engendrent beaucoup de recettes
qu'il y a beaucoup de prostitution dans ces bars de nuit, bien que tout le monde s'en défend. Mais enfin, le but de nos enquêtes à cette époque-là, ce n'était pas d'asseoir une quelconque procédure de proxénétisme, c'était plus pour vérifier les mouvements d'argent et plus centré sur donc, ces fonds et où que ça allait et à qui ça bénéficiait. Et les bars de nuit, qui sont alors 50 sur le quai de la Fosse, sans compter ceux du quartier d'Albi autour de la gare, rapportent beaucoup d'argent. Le système est simple. D'accortes hôtesses usent de leur charme pour faire consommer les clients. Nous, dans les bars, les hôtesses, c'est un système comme ça. Marie-Josée de Ringue, propriétaire du Riva, figure de la nuit nantaise. On demande, on s'approche du client, on lui demande à boire et on doit discuter avec lui. Il nous offre des coupes, des petites coupes à un certain prix. Ensuite, nous avons la coupe VIP, un peu plus chère, et nous avons la bouteille de champagne à plusieurs prix différents. Vous avez une salle avec un bar, avec des filles qui sont assises dans les fauteuils. Et puis derrière, vous avez des petits salons. Alors 1, 2, 3 ou 4 petits salons, suivant l'importance de l'établissement. Et dans ces petits salons, si vous souhaitez prendre un verre, donc généralement une bouteille, avec une de ces charmantes hôtesses, vous allez au petit salon. Après, qu'est-ce qui se passe dans ces petits salons ? C'est vrai qu'il y a certains établissements qui dépassent un peu leur façon de faire ou leur droit, mais ça les regarde. Chacun tient son établissement comme il le veut et gère comme il le veut et au risque et péril d'une fermeture. C'est essayer de qualifier de proxénétisme le fait de tenir un établissement où les filles sont salariées, sont payées, en partie avec des bulletins de salaire en clair, et puis en partie au bouchon avec des espèces, voilà. Donc il y a un peu de fraude fiscale et on considère que c'est de la prostitution que de caresser éventuellement le sexe d'un homme au bar ou je ne sais quoi. L'opération nettoyage, commencée au milieu des années 80, va se poursuivre durant des mois. Paul Lelièvre et ses collègues de la PJ vont s'immerger dans le milieu interlope de la nuit nantaise. Alors les filles qui travaillent dans les bars, en général, ce sont des pauvres filles un peu paumées, et puis on s'aperçoit que ces filles-là, après, elles sont totalement exploitées, parce que c'est vraiment une exploitation. Quand on voit comment elles étaient rémunérées, et pour vraiment gagner leur vie, il fallait vraiment qu'elles soient des gagneuses. Les filles travaillent en bouchon, pour gagner de l'argent, il faut qu'elles vendent des bouteilles, et pour vendre des bouteilles, elles sont obligées d'offrir des prestations sexuelles à leurs clients. Avant 85, les bars de nuit, on n'y touchait pas. En fin de compte, la politique était de dire qu'il y a de la prostitution sur Nantes, peut-être, c'est dans les bars, tant que ça se voit pas, on laisse couler. De temps en temps, il y avait un petit flag qui était fait par les gens du commissariat, une barmaid prise en flagrant délit dans un bar, à offrir une prestation sexuelle à un client, mais ça s'arrêtait là. Il n'y a pas eu d'enquête vraiment de fait sur les bars de nuit avant 85. Là. Les contrôles fiscaux émaillent la nuit nantaise et les bars à hôtesses sont dans l'œil du cyclone. Mais au milieu des années 80, en plus des enquêtes financières, ils connaissent une série d'incidents. Parallèlement à ces affaires financières, on a des affaires criminelles importantes puisqu'il y a des gros règlements de compte entre les différents patrons de bars de nuit. On a des bars qui prennent feu les uns après les autres. Par exemple, le Victoria de Malvaux qui est détruit par un incendie. On retrouve une grenade sur le comptoir posée bien en vue sur le comptoir. Donc c'est un rappel à l'ordre. On a le petit club, le fameux petit club bar de Collier. Il vient de racheter par intermédiaire d'une prête-nom qui est le cabaret qui prend feu avec un type qu'on retrouve calciné à l'intérieur, donc on a toutes les affaires criminelles en même temps. Le petit club par exemple, on pense que c'est une escroquerie d'assurance. Le petit Alain voulait récupérer, il avait souscrit un contrat d'assurance intéressant, il voulait profiter de ce contrat. Donc il a commandité des individus pour mettre le feu dans l'établissement et malheureusement un des incendiaires est resté enfermé dans le bar. Et tous ces gens-là, donc, ils sont tous inculpés, mis en examen pour abus de biens sociaux. Ils prennent des peines
des peines de prison allant de 12 à 18 mois, c'est pas des peines énormes, mais ils prennent des grosses amendes, et puis surtout, derrière, il y a l'administration fiscale et l'URSSAF qui retombent dessus, quoi. Disons qu'on met la pression, nous, à cette époque-là, sur tous ces bars-là, et en espérant pouvoir en récolter les fruits sur les affaires criminelles ensuite. En ce mois de décembre 1986, alors qu'il est sorti de prison pour l'affaire Rolex depuis 2 ans, le petit Alain, sentant l'étau se resserrer, se met au vert aux Antilles. Il revient ensuite à Nantes où il fait de surprenantes confidences aux enquêteurs. Il finit par nous dire, et donc il reconnaît, dans un premier temps, il reconnaît que c'est le patron, hein, il est assez macho pour ça, hein, c'est moi le patron qui commande, c'est pas les gonzesses qui commandent chez moi, comme il dit. Et donc, on établit sa gérance de fait. Et puis surtout, il nous dit, qu'on lui demande l'origine des fonds, il nous dit texto, c'est ma part de Rolex que j'ai investi là-dedans. Donc, il pensait ne pas pouvoir être inquiété sur Rolex, vu qu'il avait été donc incarcéré et qu'il avait purgé une peine pour cette affaire-là. Hein. Mais le petit Alain, libéré en avril 1987 après 3 mois de préventive, n'est pas décidé à attendre son procès. Il met les voiles, direction l'Espagne. Il va y être mêlé à l'enlèvement de Mélodie Nakachian, la fille de la chanteuse Chimera, en novembre 1987. Une affaire montée par un Marseillais et à laquelle participent des Parisiens et des Nantais. L'un d'eux va commettre une erreur version pied nickelé qui sera fatale à l'équipe. Un 3e couteau nantais qui fait la demande de rançon dans une cabine téléphonique. Alors, il y a plusieurs demandes de rançon, mais comment est-ce qu'on identifie la bande ? Il s'en va et il oublie son portefeuille dans la cabine téléphonique. Donc voilà, les policiers qui ont vite repéré d'où venaient les appels débarquent dans la cabine téléphonique et ils trouvent le portefeuille du type avec sa carte d'identité, l'adresse de l'appart où il est. Enfin bon, et après ils n'ont plus qu'à tendre des souricières et à identifier tout le monde. Le petit Alain parvient à échapper au coup de filet des policiers espagnols. Il rentre au pays sur le Gwen, un voilier chargé de cannabis marocain, en compagnie d'un patron du quai de la Fosse, Eugenio Sampaio. Et il revient ici sur le Gwen avec Eugenio Sampaio. Il débarque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le soir même, les policiers ont réussi à retrouver sa trace. Il déjeune avec Francis le Belge à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles. Et puis, on perd sa trace et finalement, il se fait arrêter à côté de Barcelone quelques semaines plus tard. Et puis, petit Alain, il purge sa peine, il fait 8 ans en Espagne, mais il revient après à Nantes. Il revient, mais sauf qu'il a une vieille histoire Il avait un cabaret à Nantes qui a été détruit par un incendie, par une bombe incendiaire. Et malheureusement, il y a eu 1 ou 2 morts, on n'a jamais trop su. C'est la fameuse histoire pour laquelle le petit Alain est soupçonné d'escroquerie à l'assurance. La victime retrouvée brûlée dans les décombres aurait été un incendiaire payé par Coellier lui-même. Selon les policiers, il aurait profité de la vague d'incidents touchant les bars de nuit nantais pour liquider le sien. Il avait encore quelques comptes à rendre à la justice, donc pour cette histoire de cabaret, et puis pour des histoires de comptes taxi dans les bars de nuit. Donc il a vite fait compris qu'il valait mieux qu'il reprenne le large. Et c'est vrai que la veille de son procès en correctionnel pour l'affaire du petit club, il s'est mis en cavale. Et on a retrouvé sa trace un peu plus tard, en route pour l'Angleterre, où il s'est fait prendre avec une grosse cargaison de drogue. Mais alors là, il a bénéficié d'une erreur de procédure, il a retrouvé la liberté, il est repassé par Nantes, juste une nuit, et puis il est reparti en Espagne, où depuis il a eu de nouvelles aventures. Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang 70s est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Hamnan.